bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous compas en direct de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Ensemble, nous allons discuter de votre orientation future avec trois intervenants, une enseignante et deux étudiants de l'école de chimie de Montpellier, une école d'ingénieurs, on le rappelle, Tout à fait. avec Christine Joly-Duhamel, qui est maître de conférence en chimie des polymères, avec Lorraine Bergot et avec Samuel Nieto Matamoros. Vous êtes tous les deux étudiants en première année. Oui, c'est ça. Donc, étudiant en première année, ça veut dire finalement étudiant en troisième année d'études supérieures. Exactement, exactement. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Guillaume Mollaret, je suis journaliste et on va défricher un petit peu ensemble ce que recouvrent les études de chimie à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Vous avez un onglet de chat, donc vous n'hésitez pas pendant la rencontre à nous interpeller. Les questions, elles m'arrivent en direct sur la tablette et je m'en ferai le relais auprès de vous. Si jamais il y a des questions qui vous viennent ensuite, et qu'il est trop tard pour les poser en direct, et je vous le dis aussi, si vous regardez ce programme en replay sur la chaîne YouTube de l'École nationale supérieure de chimie ou de Compas, eh bien vous pouvez poser vos questions directement à l'École de chimie sur admission au singulier @enscm.fr. On y reviendra tout à l'heure, mais on va débuter donc avec cette première question pour nos invités. Avec vous, Christine Joly-Duhamel, ça consiste en quoi les études de chimie ? Alors, des études de chimie, évidemment, c'est d'étudier la chimie sous toutes ses formes. Donc, évidemment, de découvrir pour quelle application, dans quelle application on trouve la chimie. Et donc, ça peut aller des matériaux jusqu'à finalement les médicaments. Enfin, on est entouré de chimie au final. Et sans la chimie, on ne ferait plus grand-chose. Donc, c'est vraiment de donner tous les outils aux étudiants pour après faire leur vie professionnelle dans ce domaine. Samuel, comment est-ce que vous vous êtes orienté vers la chimie et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école ? En vrai, depuis tôt dans mes études, vers la fin du collège, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la chimie. J'ai trouvé que c'était un métier non seulement passionnant, mais aussi qui pouvait me permettre d'apporter quelque chose au monde, en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'être humain. Et du coup, dès la fin de mon collège, je me suis axé pour faire de la chimie, et faire ingénieur en chimie, ingénieur chimiste. Et j'ai suivi un peu le parcours, ce qu'on appelle la voie royale, pour intégrer dans une école de chimie. J'ai fait les classes préparatoires PCSI et PC. Et pendant que j'étais... En fait, j'ai pris connaissance de l'école assez tard dans mon parcours, environ au début de ma dernière année de prépa, ma deuxième année de prépa. J'ai commencé à regarder un peu les classements et les options notamment. Il y a un côté, ça reste une école assez prestigieuse, des écoles avec une bonne réputation dans les milieux professionnels national et international, mais aussi avec les plus de choix possibles au niveau options. C'est une des écoles qui me permettait d'étudier de la biochimie, mais en même temps de la chimie nucléaire, mais aussi des matériaux, des polymères. Et donc, du coup, ce choix ça m'a rassuré dans le sens où je me dis, ok, j'ai le choix pour mon métier dans 3 ans après ma formation. Alors Christine, Samuel vient de nous parler de biochimie, de chimie des matériaux, de chimie des polymères. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalités concrètes si on devait le convertir en objet ? Tout ce qui nous entoure, clairement, que ce soit sur nous ou même on vit au quotidien avec des choses qui sont réalisées par la chimie et grâce à la chimie. C'est-à-dire que vos ingénieurs, là, quand ils sortent de l'école ici, de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, ils vont travailler dans quelle boîte, dans quelle entreprise ? Vous avez Arkema pour les polymères, par exemple, vous avez BASF, vous avez toutes les grandes sociétés, vraiment les grands groupes industriels de chimie, mais également des start-up, ça peut être des PME, etc. C'est vraiment très varié. Lorraine, vous, quel était votre parcours ? Alors, comme Samuel, j'ai fait une prépa PCSI après PC Étoile à Montpellier à Nancy. À Nancy. À Nancy. Et alors, contrairement à Samuel, je ne savais pas du tout que je voulais faire la chimie. J'ai découvert ça assez tard, au moment de faire les vœux, donc en juillet de l'année dernière. Et je me suis demandé en fait ce que je me voyais faire de ma vie. Et puis c'est vrai que derrière
derrière des études de maths ou de physique, j'avais un peu plus de mal à visualiser le métier. Alors qu'ingénieur chimie, j'avais un peu une petite idée de à quoi ça pouvait ressembler. Donc je me suis dit, bon, on va essayer la chimie. Et j'avais un peu peur que ça me plaise pas, surtout qu'une école de chimie, j'avais peur de faire que de la chimie. Et au final, j'ai choisi Montpellier parce qu'il y avait beaucoup d'options. Donc je me suis dit, ça me laisse encore le choix en fait pour plus tard de faire un métier qui me plaît, y compris de retrouver un peu les métiers de la santé et de l'environnement. Parce que c'est des choses qui me tenaient déjà à cœur avant, donc j'espérais pouvoir continuer dans cette voie-là. Métier de l'environnement, c'est-à-dire par exemple, en quoi est-ce qu'on peut, vers quoi on peut s'orienter? Par exemple, avec la chimie, on peut faire la dépollution des eaux. On peut aussi créer avec les polymères, par exemple, des matériaux innovants qui peuvent, par exemple, remplacer des matériaux actuellement polluants. Je pense, par exemple, au plastique, etc. Il y a des solutions qui sont cherchées et trouvées pour remplacer ça et avoir une vie un peu plus respectueuse de l'environnement, disons. Alors, c'est un peu les deux, hein, les études de chimie, Christine. C'est vrai que ce sont des industries qui peuvent être polluantes. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure d'Arkema ou de BASF, qui ne sont pas exactement des modèles verts, comme on dit. Et puis, il y a cette orientation dont nous parle également Lorraine. D'ailleurs, ce sont des questions sur lesquelles travaillent ces groupes par ailleurs. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de les pointer du doigt. Mais on peut travailler, j'allais dire, des deux côtés de la barrière, finalement. Oui, bien sûr. Et puis même tout industriel essaye de plus en plus, quoi qu'il arrive, de respecter, d'aller vers ce mieux au niveau de l'environnement. Et clairement, on essaye d'apporter des solutions pour respecter l'environnement et d'aller essayer de moins polluer. Oui, j'ai l'impression que... Il y a une vraie conscience collective. Même l'école essaie de nous fonder sur ça. On a beaucoup de matières, par exemple des énergies renouvelables, des gestion de l'environnement, des pollutions, Je pense que sur la filière de chimie nucléaire, il y a aussi une partie de démantélation. Démantèlement. Démantèlement, exactement. Et ça reste assez ancré aussi dans la vision de l'école, je pense, sur la chimie. Lorraine nous a dit qu'elle venait de Nancy. Vous avez un petit accent que je n'arrive pas à deviner. En fait, vient d'où cet accent? Je viens d'Amérique latine. Je suis né là-bas. J'ai fait la plupart de mes études là-bas. Je suis venu pour mon lycée. Et du coup, ici en France, j'ai fait mon lycée à la Côte Basque et ma prépa à Bordeaux. Très bien. Alors là, tout à l'heure, Samuel a employé une expression consacrée. Il a dit, j'ai employé la voie royale, comme Lorraine hein, d'ailleurs, qui a fait une classe prépa. Est-ce que la classe prépa, c'est une obligation avant d'intégrer une école de chimie Ils font nom de la tête tous les deux. Non, heureusement que non. Nous avons différentes voies, évidemment, pour intégrer l'école. Donc, que ce soit des classes prépa intégrées, cette fois-ci. Donc, c'est pour intégrer des écoles de chimie tout autour, en France. Mais également, donc, on n'en a pas à Montpellier, mais il y en a 5 en France. C'est les CPI de la Fédération Gay-Lussac. Et après, on admet aussi des étudiants sous admission sur titre. Donc, soit qu'ils soient titulaires d'un BUT ou d'un DUT, d'un BTS, alors un BTS aussi, et puis d'une L3 chimie. Enfin, on a différentes voies d'admission. Il faut pas se freiner, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a envie d'intégrer un BTS ou un DUT, où on intègre cette formation parce qu'elle se trouve près de chez soi et que nos parents n'ont pas forcément les moyens de nous envoyer vers une classe prépa prestigieuse, aucune voie n'est fermée. Aucune voie n'est fermée. Après, effectivement, notre école est quand même relativement demandée, donc forcément, il y a une certaine sélection tout de même. Mais la sélection, vous la faites à partir des notes du baccalauréat ou est-ce que vous la faites sur la base des résultats qui sont obtenus lors des études menées par vos étudiants? C'est plutôt à la suite des études qu'ils ont menées. Si c'est une voie par admission sur titre, obligatoirement, on va examiner. Voie par admission sur titre, pardon. Parce qu'il y a les voies concours, donc comme Lorraine et puis Samuel, pardon. Donc évidemment, c'est sur concours. Les CPI, c'est du contrôle continu, mais c'est quand même un concours entre les CPI. Et sur admission sur titre, c'est un dossier à déposer à l'école. Donc c'est au sein de l'école que l'on fait cette sélection. Et donc là, évidemment, on regarde les notes obtenues pendant leur cursus au cours des 2 dernières années. Et comment est-ce que vous faites le choix entre un 15 sur 20, un 12 sur 20 ou un 10 sur 20 obtenu dans telle école ou dans telle formation ou telle autre, parce que chaque formation est différente. Clairement, c'est très compliqué.
c'est très compliqué. Disons que si on les compare entre L3, donc entre formations au sein même d'une même formation, mais évidemment, après, le choix, c'est vraiment compliqué. Parce que vous imaginez, on a 5 places, par exemple, en L3 chimie, et on a 70 candidatures. Donc, c'est vraiment un crève-cœur, on va dire. Voilà. Lorraine, tout à l'heure, vous disiez que vous ne saviez pas trop, que vous vouliez vraiment faire des études de chimie. Est-ce qu'aujourd'hui, en intégrant l'école, vous avez une idée plus précise de ce que vous voulez faire plus tard, ou est-ce que vous avez dû, dans votre lettre de motivation, on va dire, tricher un petit peu, puis dire oui, j'ai absolument envie de faire ceci à la sortie d'études? Alors, la lettre de motivation est encore en cours d'écriture actuellement, mais je sais déjà qu'il y a des domaines qui m'intéressent plus que d'autres. Par exemple, actuellement, c'est plutôt le domaine de l'environnement qui va m'intéresser, donc j'aimerais me tourner vers des métiers dans ces domaines-là. Après, je ne sais pas encore exactement quel poste j'aimerais exercer, parce qu'il y en a vraiment une multitude. Donc, je n'ai pas encore pu tester, en fait, qu'est-ce qui me plaisait réellement dans la chimie. Donc, je vais attendre, en fait, d'avoir mon stage pour voir un peu si ce que je pense me plaira, en fait. Et pour intégrer l'école, est-ce que vous avez dû faire preuve d'une motivation particulière, l'écrire sur une lettre, ou est-ce que vous avez juste produit des notes, comment ça s'est passé? Pour intégrer l'école, je me suis uniquement inscrite, en fait, aux banques de concours qui comprenaient l'école. Et donc, on passe là des examens écrits, plusieurs, selon les banques de concours qu'on passe. Et après, on a déjà des sélections pour les oraux. Et on passe encore des oraux en général sur Paris, quand on vient de France, pour passer les concours-là. Et après, on a des résultats et on classe toutes nos écoles. Et selon nos résultats, on est admissible dans l'école, dans une école en particulier. Alors, Christine Joly-Duhamel, il y a beaucoup de cours privés aujourd'hui qui affirment qu'ils préparent à des concours aux grandes écoles. Je ne sais pas si c'est le cas pour les écoles de chimie. Alors, il y a certaines écoles de chimie qui sont privées et qui ont leur classe prépa privée, mais clairement, pour nous, non, on recrute sur des classes prépa publiques en lycée. J'ai du mal à m'exprimer. Oui. Il y a des cours privés qui aujourd'hui se présentent en disant « Nous, on vous prépare à rentrer dans telle école ou telle autre ». Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui marche, ou est-ce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, parce que souvent, ça coûte quand même très très cher? Clairement, pour rentrer chez nous, non, c'est pas utile du tout. En tout cas, il n'y a pas besoin d'afficher qu'on a suivi tel ou tel cours de telle classe préparatoire, non, c'est pas du tout l'optique de la maison, clairement, non. Ah, mais c'est important de le préciser, parce sûr. Que souvent, parfois, les parents disent bon, on va préparer, payer ses cours privés. Par contre, ce que je pourrais ajouter quand même, quelle que soit la section sur laquelle on recrute, c'est les langues qui sont importantes. Et là, par contre, les étudiants, les futurs étudiants, mais quels qu'ils soient, il faut qu'ils sachent l'anglais. Et l'anglais, c'est impératif. Donc, regardez vos séries en anglais. C'est le seul moyen. Il y a des cours en anglais qui sont dispensés à l'école? Il y a des cours d'anglais, d'anglais comme langue, mais aussi l'anglais il est un peu intégré dans tous les cours. Par exemple, quand on fait des travaux pratiques dans les laboratoires, la plupart des énoncés sont déjà écrits en anglais et c'est à nous de les interpréter pour faire notre manipulation. Et parfois, on doit nous-mêmes produire des comptes rendus en anglais et commencer à nous habituer au vocabulaire scientifique en anglais. Et c'est aussi un des axes, au moins des travaux pratiques, par exemple. Merci. On a une question de Lynn qui nous arrive sur le chat. Elle nous dit, si l'on intègre l'école d'ingénieur après un BUT chimie, ou DUT j'imagine qu'elle voulait dire non, BUT, maintenant il y a eu le changement, oui. Très bien, donc un BUT chimie, on est en première année, même si on a un an de chimie en plus que les prépas de Montel. Oui. Même notre école, donc cette année on recrutera que des BUT 2 parce que les BUT 3, sur les BUT, donc il y a 3 ans maintenant, c'est la réforme des DUT. Et donc, on les appelle BUT 1, BUT 2, BUT 3. Et donc là, avec la réforme, cette année, c'est les BUT 2 qui arrivent. Et donc, on recrute les DUT. Enfin, c'est les BUT 2. Et donc, on va recruter des BUT 2. Et l'année prochaine, on recrutera des BUT 3 et des BUT 2, mais pour une intégration en première année. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Voilà. Merci pour cette réponse très claire. Désolé ou pas, on ne sait pas voilà, mais en dans tout quelle cas, situation de ligne. Oui. Mais, non, mais clairement, ce sera en première année, quoi qu'il arrive. Après, si je peux me Allez-y, permettre, Lorraine, bien sûr.
J'ai pas mal de mes camarades qui viennent de prépa et qui ont quand même 3 ans derrière eux parce qu'ils ont fait une 5,5. Donc pas tous les prépas arrivent en 2 ans à l'école. Donc elle ne sera pas la plus âgée, même si elle arrive après un BUT 3. Bon, c'est toujours sympa, en tout cas, de le savoir. Merci. Tout à l'heure, j'ai visité l'école. Il y a énormément de paillasses avec des salles de TP assez importantes. Je crois qu'il y a 340 étudiants ici et on a vraiment de la place pour travailler à l'école. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos conditions de travail et puis aussi... tout à l'heure, vous vous livriez à des expériences sur paillasse. Vous étiez ganté, puis vous aviez des lunettes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistaient ces expériences, Samuel ? Du coup, une des choses qui j'aime beaucoup d'être à l'école, c'est le fait qu'on a... En fait, on a les laboratoires à toute disposition pour les élèves. Dès qu'on est dans l'horaire de travaux pratiques avec un encadrant, on a à peu près une paillasse pour chaque 2 élèves, en fait une haute avec système d'aspiration pour travailler en toute sécurité. Sinon, par rapport aux expériences qu'on fait, il y a une multitude de laboratoires aussi très spécifiques à chaque domaine de la chimie. On a un laboratoire de chimie organique, d'électrochimie, après de génie de procédés, tout ce qui va être mécanique du fluide. Il y a un laboratoire de polymères, c'est là où on s'est vu tout à l'heure. En fait, j'étais en train de faire de la synthèse de polyéthylène pour... en fait, concrètement ? Oui, en fait, on produit des petites billes de plastique à la base du liquide et on l'a mis dans l'eau avec un agent activateur et pendant la réaction, on forme des petites billes et à la fin, on va les fondre pour l'utiliser pour faire des autres types de polymères, par exemple. Vous avez fait du popcorn, mais en plastique. Un peu ça, mais c'est bien parce que ça nous permet de nous habituer avec les méthodes de fabrication réelles. En fait, c'est les mêmes méthodes à grande échelle qui s'utilisent dans les industries pour fabriquer du polystyrène de façon industrielle. Ouais. Et vous, Lorraine, vous étiez dans une autre salle de TD, comme on dit. C'est ça. Moi, j'étais dans la salle de TP de chimie physique. Et donc, alors, j'ai pas tout compris de l'expérience qu'on a fait. J'ai pas mais oui, on mesurait des points de congélation de liquide en suivant une rampe de température descendante. Enfin, c'était beaucoup d'exploitation en fait théorique que je n'ai pas fini, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais... Très bien, mais au moins on voit qu'on expérimente et c'est pas grave justement si on n'a pas tout compris le mercredi soir. On nous aider le lendemain matin à faire nos comptes rendus, donc ça va. On a une question de Justin qui nous demande, toute la promo assiste exactement au même cours ou est-ce qu'il y a des classes et des groupes différents ? Typiquement c'est le cas, vous êtes des groupes différents, c'est ça ? Oui, en fait, normalement on a des cours magistraux en amphithéâtre, donc avec toute la promo. Et après, on est divisé en groupes de laboratoire, en 3 groupes de laboratoire. Et dans les groupes de laboratoire, on a des autres subdivisions. Et par rapport au groupe de langue, par exemple, ou dans les différents groupes de TD, on est dans des groupes plus petits. Comme ça, c'est plus agréable à travailler. Le prof, il a plus de temps pour nous voir individuellement, nous expliquer un peu plus, cibler nos difficultés. Et il y a un peu ce mélange de travail et cours magistraux et après un petit cours. Christine, on disait tout à l'heure, il y a 340 étudiants dans l'école, donc on a 3 années. Grosso modo, ça fait 110, 115 élèves par promo, si mes calculs sont bons. Et ensuite, on est en subdivision, on peut se retrouver par groupe de 10, 30 ? Oui, c'est à peu près ça. Il y a, on va dire, 100, 110 étudiants en première année. Les cours sont, comme l'a dit Samuel et puis Lorraine, c'est magistraux. Et puis après, les groupes de TD, il y a 3 groupes de TD, donc c'est une trentaine. Et puis après, en TP, ça fait une trentaine ou 15, ça dépend. Après, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a une formation par apprentissage. On n'a pas encore parlé. Et il n'y a pas que des étudiants, il y a des apprentis. Et ça, c'est important de le souligner, puisque les étudiants représentent à peu près 300 élèves. Et donc, ce qui complète, c'est 60, ça dépend après, 60 apprentis. Donc, c'est une vingtaine d'apprentis par an. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est à eux, à ces étudiants, avant d'arriver à l'école, de trouver l'entreprise qui les embauche ? Alors, ça se fait en 2 temps. On les disons qu'on les sélectionne sur dossier. Donc là, c'est uniquement des étudiants qui viennent de BUT maintenant, BUT2 ou BUT3 pour l'année prochaine. Et puis, donc on les sélectionne et ensuite, pour l'apprentissage, ils ont un entretien. Et c'est en binôme, cet entretien, c'est-à-dire que c'est un enseignant de l'école
et un industriel qui viennent faire ces entretiens. Et donc, à la suite de ça, on sélectionne et on les autorise à chercher leur apprentissage. Et ils ne viennent à l'école que s'ils ont leur apprentissage. S'ils n'ont pas leur apprentissage, bah, voilà. Et ensuite, ça se passe comment? C'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, 2 semaines, 2 semaines Non, c'est beaucoup plus long. C'est des périodes de 6 semaines, voire 1 mois. 6 semaines à l'école, 6 semaines en entreprise. Et ça, pour les 2 premières années, sachant que la période pendant l'été est beaucoup plus longue, évidemment. Et puis ensuite, par contre, en 3e année, bah, c'est commun avec les étudiants. Et ils rejoignent, puisque là, c'est une alternance de 6 mois, 6 mois. Donc, ils rejoignent la promotion des étudiants. Le nombre de places est limité en alternance ou pas? Au maximum, je pense que c'est 27. Donc là, en première année, cette année, on a atteint notre quota maximum. Mais bon, on n'a refusé personne encore. Donc, on essaye de pas être plus que ça. On est à Montpellier. Est-ce que vos alternants, est-ce que les débouchés des entreprises, dans les entreprises plutôt après diplomation, se trouvent dans la région, dans les environs ou pas tellement? C'est très varié. Alors, heureusement qu'on ne compte pas sur le bassin de la région pour nos alternants. Non, c'est très varié. Ils sont sur toute la France. Ça peut être Mulhouse, ça peut être dans le nord de la France. Il n'y a aucun souci. Après, il y a des facilités de plus en plus pour les apprentis, pour les logements, parce que évidemment, ça veut dire 2 logements. Donc maintenant, il y a des logements spéciaux ici à Montpellier qui sont faits pour les apprentis pendant leur période d'apprentissage. Alors, ce n'est pas dépendant de l'école, hein, c'est vraiment autre chose. Mais enfin, on trouve des logements adaptés. Et puis après, il y a de la colocation, etc. Alors, il y en a une autre question là qui nous arrive. C'est une question de Mathilde. On nous demande si le concours était difficile. En vrai, c'était un concours fait pour être difficile. Moi, personnellement, je ne l'ai pas senti extrêmement difficile. Non, parce que vous l'avez eu. Donc c'est propre d'un concours. Oui, exactement. mais moi aussi, je veux dire, j'ai dû passer 5 semaines de révision où c'était un horaire très cadré. Tous les jours, je me levais à 8h, j'allais à la bibliothèque de 9h à midi. J'avais un checklist des choses. Vous vous leviez à 8h quand même? Waouh! Oui, c'était une preuve de. Un peu de. Une méthode. Oui, des méthodes de travail et des disciplines pour pouvoir réussir le concours. Après, j'ai l'impression que j'avais des bons professeurs et bon, finalement, c'est ça, je dis pas c'est difficile parce que j'ai eu, mais quand même, je sais que par rapport à des autres concours, parce qu'il y a différents types de concours, c'est lui où on peut intégrer l'école, c'est, je dirais, un des plus accessibles parce que les autres concours, il y a quelques-uns qui sont vraiment très très complexes. On voyait sourire Lorraine quand... Je me suis un peu reconnue dans ce qu'il a dit. C'est vrai que les séances bibliothèque et les lever le matin tôt pour aller réviser, je les ai vécues aussi. Après, en termes de difficulté du concours, je dirais que un peu comme tous les concours, ce qui est difficile à gérer, c'est un peu le stress parce qu'on a beau avoir révisé pendant 2 ans. Enfin, on a travaillé pendant 2 ans pour ça et c'est un jour un moment. Donc, si à ce moment-là, on ne se sent pas bien, etc., on sait que c'est fait. Enfin, une fois l'épreuve finie, c'est fini. Et c'est sûr qu'il y a un peu aussi l'accumulation. Personnellement, j'avais passé plusieurs banques de concours. Donc, au bout d'1 mois de concours écrit, CCINP, c'était les derniers à passer, il me semble. Donc, c'était un peu... Ça commençait à être un peu fatigant, mais c'est vrai que je trouvais que c'était les concours les plus simples, personnellement. Après la sortie de CCINP, j'étais très, très contente et je trouvais que c'était plus abordable. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'école de Montpellier plutôt qu'une autre? Sur le concours CCINP? Oui. En fait, j'ai fait un peu une liste de toutes les écoles qui me disaient bien sur le concours. Déjà, il faut savoir que j'avais oublié de m'inscrire à CCINP physique. Donc, ça a éliminé pas mal de choix. Et après, dans les CCINP chimie, j'ai regardé. Et puis, en fait, déjà, Montpellier, il y avait tout le choix des options. C'était quand même une grosse différence par rapport à d'autres écoles. On avait vraiment la possibilité d'aller un peu n'importe où, y compris l'option santé qui m'intéressait vraiment en entrant ici. Et ensuite, il y avait aussi la localisation parce que Montpellier fait beau, c'est loin de chez moi et c'est une très bonne ville étudiante. Donc, je me suis dit, ça va être sympa d'y aller pour faire les études. Ça avait l'air vraiment très sympa. Et puis, je savais que c'était aussi une école assez réputée et ils avaient des bons arguments, notamment la tablette. L'argument de la tablette, qu'est-ce que c'est l'argument de la tablette, pardon? Alors, en entrant ici, en fait, chaque élève reçoit
pour la période de sa formation, ouais. de sa formation, une tablette qui est en fait notre support au quotidien. Donc en amphi, on annote nos documents sur la tablette. En TP, pareil, on tient notre cahier de laboratoire sur la tablette pour la plupart de nos TP. Et c'est vraiment pratique. Une notion un peu d'égalité, du coup, en termes d'équipement. Complètement. C'est un prêt pour 3 ans et après, ils nous les restituent une fois les 3 ans terminés. Et après, ils ont quand même la possibilité de la racheter s'ils la veulent, à moindre coût, évidemment, puisqu'elle a 3 ans. Elle aura 3 ans, mais voilà. Ouais. Et pour vous, Samuel, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'école de Montpellier ? En fait, j'avais un peu regardé les écoles de chimie de France et il y en avait 2. Bon, il y a toujours l'école de Paris, Chimie Paris-Tech, qui ressort comme première école. Mais la vie à Paris ne m'intéressait pas trop. Et surtout, l'accès à cette école, c'est beaucoup plus complexe que venir à Chimie Montpellier. Mais les marges de difficulté, il est très élevé par rapport à la différence à sortie d'école niveau regard des entreprises. Du coup, le fait que l'école soit beaucoup plus accessible, qu'elle soit pas à Paris, et aussi qu'elle présente tous les choix des écoles, c'est ça qui un peu m'attire. Parce que je citais aussi à postuler à l'école de chimie de Strasbourg. Je me suis dit à janvier à Strasbourg, Oui. j'avais pas trop envie d'y être. C'est pas pareil. Alors, sur le choix de ces écoles, Christine, en termes de débouchés, qu'est-ce que Montpellier a envié à l'école de Strasbourg ou de Paris, comme vient de l'évoquer Samuel ? Disons qu'on va dire qu'on a tous le même réseau, plus ou moins, puisque c'est les mêmes entreprises, mais après, on a nos anciens élèves, on a notre réseau propre, évidemment. Donc, et puis, comme l'on dit, on a vraiment tous les types de chimie, donc il est assez grand, notre réseau, et voilà. L'importance du réseau des anciens, l'importance de le cultiver, ça c'est quand même clé pour une école. Oui. Donc comment est-ce que vous le cultivez, ce réseau, pour permettre aux étudiants ensuite d'obtenir des stages et puis pourquoi pas d'intégrer définitivement clairement, certaines sociétés. Moi même personnellement, je tiens toujours des relations assez étroites avec mes anciens élèves, mes anciens étudiants. Et donc régulièrement, alors je gère l'option matériaux à l'école, et régulièrement, chaque année pour les options matériaux, je fais une rencontre avec les anciens, mais même en distanciel. Alors, on le fait en présentiel à l'école, juste avant la remise des diplômes, mais on peut le faire aussi en distanciel, et c'est ce que on pratique à l'option matériaux avec l'autre enseignante qui gère cette option. Et donc, en distanciel, on les fait communiquer, et très facilement via LinkedIn, via tous les réseaux que l'on a à notre disposition. Moi, j'ai un exemple assez concret du réseau, parce que je trouve ça rigolo, mais aussi très parlant. Dans la bibliothèque de notre espace de travail numérique, on a un fichier Excel dans lequel on a tous les stages faits par des élèves de l'École nationale de chimie depuis 2013. Du coup, on a accès à un téléphone dans un cadran, l'entreprise, mais aussi les stages, les types de stages et les noms de la personne qui l'a fait. Donc, si parmi les 5000 lignes de l'Excel, on trouve une entreprise qui nous intéresse avec un numéro de téléphone, on peut appeler, on dit oui, vous avez reçu tel étudiant en telle année, est-ce que vous serez intéressé de faire un contrat similaire, est-ce que vous avez des options? Donc, juste avoir ces fichiers, par exemple, pour moi, je pense que c'est une preuve de réseau et comment on rentre dedans directement. Alors, on me pose aussi la question de savoir combien est-ce que vous avez d'heures de cours par semaine? Beaucoup. Je n'ai pas compté les heures de cours. Je sais qu'au premier semestre, on était sur du 8h, 16h tous les jours, hormis les journées de TP. On a une journée de TP par semaine qui dure de 8h à 18h. Et là, au deuxième semestre, c'est un peu particulier parce qu'on a un peu la vie étudiante qui vient prendre des semaines qui sont un peu plus allégées. Et donc là, actuellement, on fait plus du 8h, 18h tous les jours. Est-ce qu'il y a beaucoup de stages? Est-ce qu'à chaque vacances scolaires, il y a des stages? Est-ce qu'ils sont possibles ou obligatoires? Ils sont obligatoires. En fait, on a un stage à faire chaque année. La première année, on doit faire un stage de 2 mois. La deuxième année, un stage de 4 mois. Et la dernière année, c'est un stage de 6 mois. Sur une période
complète tout à la suite ou est-ce que ça peut être découpé? Non, je pense que ça peut être découpé, je suis pas certain. Bah, disons que... Normalement, c'est difficile de trouver un stage où on peut faire 3 mois et 3 mois. Si c'est un stage d'ingénieur, oui, c'est ça. ils connaissent un peu le format des entreprises, donc du coup, c'est des stages des 6 mois. C'est à la fin de chaque année, on va dire, durant l'été, ils partent faire leur stage. Et là, actuellement, les 3e années, donc les dernières années, c'est leur dernière semaine à l'école. Et la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, ils peuvent faire leur stage de 6 mois pour terminer leurs études. Si vous aviez un conseil à donner là aux lycéens qui nous regardent, ce serait lequel pour intégrer une école telle que celle-ci? Déjà, je pense c'est important de savoir ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on aimerait faire, c'est qui nous tienne à cœur, parce que finalement, pour moi, j'ai dû fournir beaucoup de travail, et c'est quand même un effort assez intense à faire. Ça vaut la peine de venir à l'école, ça m'a permis de ouvrir mon réseau professionnel, de vraiment me projeter dans ma vie professionnelle, mais parce que je voulais aussi, je me disais, je veux aider, par exemple, la nature et l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pendant que je passais des heures et des heures à travailler, je disais, ok, mais tu fais ça parce que finalement, tu vas pouvoir avoir un boulot qui finalement te va permettre d'être proche de la nature, d'accomplir quelque sorte tes rêves. Donc cette idée d'avoir quelque chose laquelle on peut voir à la distance pour ne pas se perdre en chemin, parce que c'est des chemins assez... Bon, faut travailler quoi. Lorraine? Je sais pas, je dirais qu'il faut rester un peu ouvert à toutes les possibilités, parce que par exemple, je pensais m'être un peu éloignée de ce que je voulais faire en choisissant mes études, parce que justement je me disais, maintenant que je fais ça, je vais plus pouvoir faire ça. Puis au final, en arrivant dans l'école, on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait qu'on peut encore faire et qui sont encore possibles. Donc rester ouvert à tout ça pour rejoindre les choses qu'on a envie de faire plus tard. Et puis on voit que les choses ne sont pas figées parce que vous avez pu changer d'avis en cours d'études par ailleurs. Alors, Christine, est-ce que vous l'avez abordé tout à l'heure avec la question des stages et de l'intervention des professionnels? Allez, sur la 30aine d'heures de cours qu'on a dans la semaine, il y a combien d'heures où des professionnels interviennent? Alors, j'entends par professionnel, vous êtes une professionnelle, mais vous êtes une professionnelle de l'enseignement, c'est-à-dire un professionnel d'entreprise. Ça dépend des années, ça dépend, parce que chaque année, forcément... en 3e année, on fait intervenir bien plus des industriels parce que là, c'est les futurs métiers, donc ils montrent vraiment l'aspect du métier. Et ça dépend des options. Et je dirais peut-être, je sais même pas, une dizaine. Ça dépend, oui, c'est variable. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions qui peuvent nous arriver par le chat? Ce serait une bonne chose. On va continuer encore quelques minutes ensemble. N'hésitez pas, en tout cas, vous qui nous suivez en direct, à nous poser vos questions. Je rappelle également que l'émission sera visible en replay sur la chaîne YouTube de l'école ainsi que sur le site de Compa, et que vous pourrez évidemment poser des questions a posteriori avec l'adresse admission@enscm.fr. L'autre point que l'on pourrait aborder ensemble, c'est quand on parlait tout à l'heure des cours et des TP, est-ce qu'ils prennent une part importante, ces travaux pratiques dans vos études par rapport aux cours magistraux que vous pouvez avoir ailleurs? Parce que finalement, si on va être chimiste, on va passer tous nos jours dans un laboratoire. Et l'école nous forme à apprendre à travailler dans un laboratoire, mais aussi à former notre indépendance dans les laboratoires. En fait, on a une consigne, on a un énoncé, et c'est à nous de nous débrouiller. Il y a une salle avec la verrerie, il y a une salle avec les solvants, il y a une salle avec les réactifs, et c'est à nous de prélever, de construire notre montage, de faire tout notre système. Et on a un encadrant qui vient et qui valide, ok, ça c'est bien, ça faudrait refaire, ça faites attention. Et il nous incite aussi à développer cette initiative que finalement on va devoir utiliser en entreprise, parce que c'est différent dans un cadre scolaire que dans un cadre de travail. Et puis je rajouterais une chose. En première année, ils ont un protocole à suivre, et puis au fur et à mesure des années, après on leur donne un sujet et c'est à eux de trouver le protocole ou de faire de la recherche bibliographique, et puis donc ça va se complexifier avec les années, voilà. Voilà, vous apprenez en direct vous aussi. Lorraine? Je dirais que dans la semaine, les journées
TP, c'est probablement les plus grosses journées. Enfin, là, actuellement, on en a 2 par semaine. Et c'est les TP qu'il faut préparer la veille. Qu'après, on en a toute la semaine pour faire le compte-rendu. Donc, en fait, je pense qu'une grande partie de l'apprentissage passe par les TP. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en cours et qu'on comprend qu'au moment où on fait les TP et qu'on applique. Et c'est aussi ça qui permet de fixer les connaissances en partie. Enfin, Exactement. Moi, en tout cas, c'est vrai. Je fixe les connaissances au moment du TP. Et puis, quand après, j'ai besoin de les réquisitionner en cours, je me dis, ah oui, c'est vrai, la dernière fois, on avait fait ça dans ce TP-là, c'est la formule-là. Enfin, il y a plein de choses comme ça et ça m'aide vraiment les TP pour ça. On a une question de Justin qui nous demande en première année à quel mois ont lieu les stages. Alors, les stages vont commencer fin mai, début juin. Ouais, c'est ça. Alors, soit ils veulent conserver des vacances et donc ils peuvent aller jusqu'à fin juillet, soit ils peuvent avoir un stage de 3 mois et aller jusqu'au bout, voilà, jusqu'à fin août, ce qui permet d'avoir une plus grande expérience au final. Donc, mais par contre, pas de vacances. Est-ce qu'on peut les prolonger si par exemple on dit nous on te garderait bien 15 jours de plus Disons qu'on peut le prolonger jusqu'à temps que la rentrée arrive, évidemment. Donc il faut la convention de stage. Donc tout ça, ça se détermine avant de commencer le stage. Johanna nous demande si les stages se font systématiquement en France ou s'ils peuvent aussi se faire à l'étranger. En fait, pour avoir le diplôme, on est obligé d'avoir du temps à l'étranger. C'est 20 semaines, je pense. Non, oui, 20 semaines à l'étranger. Et ça peut se faire en forme d'un semestre à l'étranger ou d'un stage à l'étranger. Donc, le fait de faire un stage à l'étranger, ça ajoute à ces temps obligatoires à l'étranger, mais c'est aussi une expérience incroyable. Moi, personnellement, j'ai de la famille qui habite encore en Amérique et j'aimerais bien faire mon stage là-bas pour être proche d'eux. Mais en même temps aussi, ça m'aide à remplir les prérequis pour le diplôme ingénieur. Lorraine ? À peu près la même chose. On n'est pas obligé de faire un stage à l'étranger, mais on s'incite fortement à le faire, ne serait-ce que pour l'expérience qu'on y gagne et pour valider nos mois à l'étranger. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me donne vraiment très envie parce que c'est aussi notre manière de travailler. On fonctionne avec des équipes, du coup, en général, qui sont internationales. Donc, l'anglais, d'où l'usage important de l'anglais. Et c'est vrai que quand on regarde tous les 2e années ou les 3e années qui ont fait leur stage à l'étranger, ça donne juste super envie de faire la même chose. Donc, je pense aussi que je vais faire un stage à l'étranger l'année prochaine. On a Lilou qui nous demande, elle nous dit voilà, je suis étudiante en L3 chimie à Paris-Saclay. Quelle moyenne et quel classement dois-je avoir pour espérer intégrer votre école ? Alors la moyenne, je ne vais pas la dire parce que ça dépend comment, au sein de leur diplôme, enfin de leur année, ils notent et les enseignants. Mais par contre, il faut être quand même dans les premiers pour pouvoir postuler. Mais quoi qu'il arrive, il faut postuler. Puis ça dépend aussi des candidats autour. Ça se tente donc. Voilà, de toute manière, il n'y a pas de frais de dossier, on ne demande rien. Donc il faut tenter, il faut déposer sa candidature. Et puis pour les L3 chimie, ils ont jusqu'à mi-mai pour déposer leur candidature. Donc il n'y a rien d'urgent. L'urgence, c'est plus pour les IUT où là, ça va être clôturé pour le 5 mars, aux alentours du 5 mars. Très bien. Alors, je pense que Justin doit avoir un problème d'agenda parce qu'il nous dit j'ai beau essayer de me renseigner, je ne trouve pas la date de la rentrée 2023. Est-ce qu'on peut l'aider ? Peut-être qu'il a peut-être des obligations de son côté en fin d'été qui peuvent lui faire rater la rentrée. Donc... On ne l'a pas encore mis officiellement, mais ça devrait être le 1er septembre. Mais c'est pas encore... je ne sais pas si ça a déjà été officiellement dit. Soit le 1er, soit le 3, enfin voilà, c'est très tôt. Alors donc on va juste préciser pour les personnes qui nous regardent en différé, cette émission donc a été diffusée en direct le 15 février. Oui. Voilà, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas pour ceux qui nous regardent en direct et donc Justin, voilà peut-être la première semaine de septembre, donc entre le 1er et le 3, il faudra viser une rentrée à cette date. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter, Christine ? Non, enfin. Si, je vais peut-être dire. Allez-y. Donc la période à l'étranger, c'est très important. Comme ils l'ont dit, il faut cette période, ça c'est important. Que ce soit aussi sous statut apprenti. Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que les apprentis sont salariés de leur entreprise. Et donc, généralement, ils partent au semestre 9, c'est-à-dire en 3e année, au premier semestre de la 3e année pour pouvoir partir à l'étranger dans une université en Europe. Au premier semestre de la 3e année. Oui, c'est ça.
C'est quand il y a les 6 mois, et comme ça leur permet de faire une longue période à l'étranger. Est-ce qu'ils sont aidés financièrement, là, les étudiants? Alors, il y a quelques... ou... Oui, il y a des... Alors après, c'est pas non plus énorme, hein, mais il y a les bourses Erasmus que l'on a, et voilà. Et après, ils peuvent... s'il y a des stages industriels, évidemment, ils peuvent être payés s'ils sont en entreprise. Voilà, ça dépend de la société, on va dire. Votre mot de la fin, Samuel, Lorraine? Moi, j'ai juste envie de vous voir ici l'année prochaine. C'est ça, mais ici, il fait beau et c'est cool. Bon, on va terminer sur cette note positive. Merci à tous les trois. Merci à vous, merci à vous. Christine Joly-Duhamel. Je rappelle que vous êtes enseignante, maître de conférence en sciences des polymères. Voilà. Merci à vous et également Samuel Nieto Matamoros et à vous, Lorraine Bergot. Merci à l'équipe Compa et à Johanna Misput qui nous a aidé à préparer ce programme. Je vous le rappelle donc, vous pouvez le regarder à nouveau en replay et si vous avez une question supplémentaire, eh bien, vous n'hésitez pas à nous écrire admissionsingulier@enscm.fr et la réponse vous sera rapidement apportée. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous Compa.